Šta imaju zajedničko žena koja truje svoje muževe i prva dama Francuske? U kojoj je meri čovek odgovoran za drugog čoveka? Da li su naši životi sačinjeni od običnih ili izuzetnih događaja i koliko ti događaji upravljaju nama? Neki su od situacija koje slika Erik Emanuel Schmidt u svojoj novoj knjizi priča Končerto u spomen na jednog anđela. Ovaj naslov, koji se pojavio početkom proleća na sajmu knjiga u Parizu, nagrađen je Gonkurovom nagradom za najbolju zbirku 2010. godine u Francuskoj. Istovremeno, u Nemačkoj je, u čast 50. rođendana tog autora poreklom iz Alzasa, organizovan veliki Schmidt festival. Rođen 1960. u Lyonu u Francuskoj, posle završenih studija filozofije i pedagoškog rada, početkom 90-ih Erik Emanuel Schmidt okreće se pisanju. Već za svoju drugu dramu Posetilac dobija Molijerovu nagradu. Slede Zagonetne varijacije, delo koje mu donosi svetsku slavu, a zatim drame Libertin, Frederik ili Bulevar zločina, Tektonika osjećanja, Mali bračni zločini i druge. Schmidt objavljuje i knjige proze Mila Repa, Gospodin Ibrahim i Cvetovi Korana, Evanđelje po Pilatu, Moj život sa Mozartom. I sam režira filmove rađene po svojim bestseller naslovima Odette tout le monde i Oskar i gospođa u ružičastom mantilu. Danas Erik Emanuel Schmidt slovi za najizvođenijeg frankofonog autora. Njegove drame prevedene su na 43 jezika i igraju se u preko 50 zemalja širom sveta. Vous êtes philosophe de formation, écrivain de vocation. Alors, comment avez-vous marié ces deux sphères, ou ces deux hémisphères de votre cerveau? Ça a été une vraie lutte en moi. Une lutte entre le cerveau qui analyse, le cerveau philosophe, abstrait, qui s'exprime facilement et avec clarté, et puis le cerveau fantaisiste, imaginatif, qui lui est plus lyrique, plus poétique. Et entre 20 et 30 ans, il y a vraiment eu un combat entre ces deux parties de moi. Et c'est pour ça que je n'ai publié qu'à partir de l'âge de 30 ans. Parce qu'avant, c'était ou bien ou bien. Parce qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui est rationnel, quelqu'un qui analyse, quelqu'un qui veut mettre de l'ordre dans le monde. Et puis écrivain, c'est quelqu'un qui a un peu la tête en l'air, irrationnel. Alors c'est assez bizarre. Mais c'est surtout que écrire des histoires, c'est faire vivre la chair des personnages, c'est leur donner leur présence. Ça n'a rien à voir avec un travail philosophique. C'est la partie artistique, c'est-à-dire l'art, pour moi, c'est célébrer la vie, célébrer le mystère de la présence et de la vie. Alors que la philosophie, c'est vouloir supprimer ce mystère. Vous voyez? Donc c'est vouloir simplifier pour trouver la vérité. Et donc, normalement, ces deux choses ne vont pas ensemble. Et il a fallu finalement que ma philosophie, au fond, se forme. C'est-à-dire que je me rends compte qu'à la plupart des questions que je me posais, je n'obtiendrais pas de réponse. Et qu'il fallait que j'accepte le mystère. À partir du moment où il y a eu cette acceptation, eh bien, l'écrivain a pu enfin s'exprimer. Je dirais que dans vos livres, vous traitez des sujets philosophiques, oui, tels que liberté, mort, Dieu, bonheur. Est-ce que la fiction sert, est-ce qu'elle vous sert pour mieux philosopher, en quelque sorte? Oui, parce que je pense que la fiction, c'est le sens de la complexité. Je me rends compte, dans la vie, par exemple, si vous me posez une question, je vais vous répondre de façon droite. Dès que j'écris, ça devient plus compliqué. Ça devient plus sinueux, ça devient plus nuancé, etc. Et pour moi, l'écriture, c'est romanesque, c'est le lieu de la nuance. Et c'est très important pour moi d'écrire des fictions, des histoires, parce que je pense qu'effectivement, la philosophie, elle est dans notre vie. C'est pas une discipline universitaire et académique, la philosophie. C'est les questions que vous vous posez du matin au soir. Est-ce que j'ai raison de me comporter ainsi? Est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime mal? Est-ce que je peux avoir une réponse à cette question? Vous faites de la philosophie du matin au soir. Et tout le monde en fait. Peu de gens s'en rendent compte.
Le concerto à la mémoire d'un ange, qui vient d'être publié en France et qui était présenté au Salon du Livre de Paris. Alors, c'est un livre qui traite, entre autres, la question de liberté, la question de destin. Alors, la question, est-ce que nous sommes libres? C'est un peu risqué de poser une telle question, une question pareille à un philosophe que vous êtes, quelque part. Mais est-ce qu'on peut changer nos vies? Est-ce que c'est le hasard qui nous mène? Ou le destin. Ou le destin? Qu'est-ce qui nous mène? Je crois qu'on peut changer, je crois qu'on peut corriger. Je pense qu'on peut échapper au déterminisme. C'est vrai qu'on a un corps, on a un caractère, on a une histoire, on a une éducation, un pays, une langue, et tout ça, ça nous forme, ça pèse sur nous. Mais contre toute cette détermination, l'homme a une chose, c'est la pensée. Quand on prend conscience de ce qu'on est, eh bien tout peut changer. Donc je crois que oui, on est libre. On n'est pas libre de se changer radicalement, mais on est libre de s'améliorer ou de se rendre pire. Et cette part de liberté, c'est la pensée. Mais la liberté, elle existe que si on la fait exister. Elle n'existe que si on s'en sert. Autrement, on est prisonnier des circonstances, des événements, du passé, de notre corps. On est prisonnier de tout. Et donc je pense, au fond, si je dois préciser, je pense qu'on peut se libérer. Je ne sais pas si on est libre totalement, mais on peut se libérer d'un certain nombre de choses. Oui, alors j'aime bien la façon de laquelle vos personnages prennent conscience d'eux-mêmes. Donc ils sont obligés de sombrer, de trouver les coins les plus sombres d'eux-mêmes. Oui. Alors donc, pour faire ça, ils s'engagent sur la voie qui leur fait peur. Oui. Alors, la voie qui fait peur, c'est la bonne voie, d'après vous? Oui. Il ne faut pas avoir peur de ce qui fait peur. Il ne faut pas avoir peur de ce qui nous fragilise. Parfois, on apprend qu'on est très malade. Eh bien, ça peut être une façon, tout d'un coup, de devenir un être plus humain, plus authentique, plus conscient, meilleur avec les autres. Quand on découvre que l'être qu'on aime est fragile et peut mourir, tout d'un coup, on va l'aimer mieux, parce qu'on va l'aimer avec la conscience de la fragilité. J'ai l'impression que la peur est un réflexe qui nous rend petits. Et dépasser sa peur, ça nous permet de grandir, et ça nous permet d'épouser la vie, en ayant conscience que tout est fragile, que tout est vulnérable, et qu'il est urgent d'aimer et de bien se conduire. Une autre question que vous posez dans vos nouvelles Concerto à la mémoire d'un ange, c'est quand devenons-nous celui qui nous devons être? Ah oui. Une question qui me plaît beaucoup. Alors, vous dites c'est dans la jeunesse ou plus tard? Alors, Oui, à 20 ans, on est fabriqué par son passé, sa famille, la société. Je pense qu'à 20 ans, on n'est pas soi-même, on est un produit fait par les autres. Et peut-être à 40 ans, 50 ans, on commence à être enfin soi-même, c'est-à-dire l'enfant de soi-même. Pour moi, la vraie question pour un homme, c'est pas d'où viens-tu, c'est où vas-tu. Ça, c'est la bonne question. Où vas-tu? Et donc, quand on va quelque part, on s'invente et on exerce sa liberté. Alors, quand êtes-vous devenu ce que vous êtes? Donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, vous étiez plutôt philosophe, donc ce côté rationnel, ce côté Voltaire. Oui, vous avez mis le doigt sur le bon âge. Je pense que je suis devenu moi-même à 30 ans. Parce que c'est à cet âge-là que vous avez commencé à écrire? Oui. À publier, je veux dire. Oui, mais surtout à comprendre... Que vous êtes débarrassé du philosophe, du côté rationnel? Je ne me suis pas débarrassé du philosophe, je l'ai mis à la place où il devait être. C'est-à-dire comme la terre, l'humus, le sol sur lequel je posais mes racines. Et j'ai commencé à avoir une philosophie de vie qui était la mienne. Avant, j'étais sous influence. En même temps, si j'ai fait de la philosophie, c'était pour me débarrasser des influences. C'était pour ne plus craindre personne, ne plus être impressionné par personne. Pour moi, faire de la philosophie était une conquête de ma liberté. Mais conquérir la liberté, ce n'est pas exercer sa liberté. C'est vers 30 ans que tout d'un coup, oui, j'ai un peu découvert
l'homme que j'étais, l'écrivain que j'étais, et que j'ai commencé à vivre en accord avec moi-même. Mais donc c'est aussi à l'âge de 30 ans ou après vos 30 ans que vous êtes devenu croyant, dites-vous. Alors, comment ça s'est passé? Ça change tout. Ça change parce que tout. vous étiez, jusqu'à l'âge de 30 ans, vous étiez athée. Complètement. Athée de naissance, athée de vos gènes, non? Athée de naissance, athée de famille, athée de culture, athée même d'instruction, puisque j'ai fait mes études de philosophie à la Sorbonne et à l'École normale supérieure où j'étais élève de Jacques Derrida. Donc j'étais vraiment dans un milieu totalement athée. Alors c'est vrai que de devenir philosophe m'avait fait prendre conscience d'une chose, c'est-à-dire qu'au fond, j'étais agnostique. C'est-à-dire si on me demandait est-ce que Dieu existe, je répondais je ne sais pas. Aujourd'hui, si vous me posez la question, je vous réponds toujours je ne sais pas. Mais je crois que oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un jour, je suis parti dans le désert, dans le Sahara, pour faire un voyage qui était un voyage d'aventure, un voyage sportif. Il s'agissait de marcher 10 jours dans le désert et de coucher à la belle étoile. C'était dans cette partie du désert qui s'appelle le Hogar, qui est une partie un peu montagneuse. Et je me suis perdu. Je me suis complètement perdu pendant 34 heures. J'étais sans vivre, sans rien à boire, sans rien à manger. Quand je me suis rendu compte que j'étais perdu, que c'était la nuit, que personne ne répondait quand j'appelais... Vous aviez peur? Je me suis dit, je vais avoir peur. Et c'est tout le contraire qui est arrivé. Au lieu de la peur, j'ai éprouvé une confiance extraordinaire. Je ne peux pas vous croire. Mais si. Mais moi non plus, je ne me crois pas. Si je ne l'avais pas vécu, je ne me croirais pas. Et je détestais les gens qui racontaient quelque chose comme ce que je suis en train de vous raconter, tant que je ne l'avais pas vécu. Mais je ne peux que témoigner, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai vécu une nuit sous les étoiles qui était une nuit où j'ai été inondé par une force qui était plus forte que moi, par une transcendance. Et j'ai passé une nuit mystique. J'ai vécu cette nuit et au matin, je me suis dit, ben voilà, je vais mourir ou croyant ou vivre croyant. Et puis, ben, pas de chance, on m'a retrouvé. Et on m'a retrouvé et me voilà obligé de vivre croyant, c'est-à-dire complètement différent de ce que j'étais auparavant. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps à accepter ce qui s'était passé pendant cette nuit. Au début, c'était un petit filet d'eau qui coulait au fond de moi, puis ce petit filet d'eau est devenu un fleuve. Pourtant, ça s'est passé dans le désert. Oui, mais quand vous dites que vous êtes croyant, et quand on dit Dieu, alors expliquez-moi, ça veut dire quoi pour vous? Croyant, c'est habiter le mystère de la condition humaine avec confiance, avec foi, avec espérance. Avant, quand je n'étais pas croyant, j'habitais ce même mystère avec angoisse, parfois avec cynisme, toujours avec douleur. Alors, quand on est croyant, on ne cesse pas d'être scandalisé par les choses, on ne cesse pas d'être... on ne comprend pas plus de choses, mais on espère plus de choses. C'est-à-dire que, au fond, on habite la même maison, le mystère de la condition humaine, mais on l'habite d'une façon différente. Chacun de vos livres est en quelque sorte un dialogue avec Dieu. Oscar et la Dame en rose, Milarepa, Monsieur Ibrahim, dialogue avec le christianisme, l'islam, le bouddhisme. Ces 3 livres que j'ai mentionnés, vous les appelez la trilogie de l'invisible. Alors, quelle est la force de l'invisible? Elle est plus forte que la force du visible? Nous vivons tous une vie avec des événements qui se produisent et nous avons besoin de donner du sens à ces événements. Une naissance, une mort, une maladie, un amour, c'est un événement, mais cet événement n'a que le sens que l'homme lui donne. Donc en fait, nos vies visibles sont encadrées d'invisibles. C'est le sens que nous donnons aux choses. Donc ce qui m'intéressait avec ce cycle sur les religions, c'était de montrer comment les religions sont des donneuses de sens, sont des pourvoyeuses de sens et nous aident à vivre
et les événements de la vie, y compris les tragédies de la vie. Donc c'était important pour moi de parler des religions, mais au pluriel. C'est-à-dire de ne pas faire un discours revendicatif, prosélyte, identitaire pour dire voilà, ça c'est la vérité et le reste n'existe pas. Pour moi, aucune religion n'est vraie. Aucune religion n'est fausse. Chaque religion est une proposition de sens, une proposition d'habiller le visible avec de l'invisible. Mon regard sur les religions est un regard humaniste. Ce n'est pas un regard religieux, c'est un regard d'humaniste, de philosophe, qui se dit tiens, un bouddhiste vit comme ça. Un musulman soufiste, M. Ibrahim, va interpréter la mort ou la relation à l'autre comme ça. Un chrétien va vivre comme ça. Et au fond, ma démarche, c'était de créer du respect et créer de la tolérance. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'être... je suis né en 1960, j'ai l'impression d'être né dans une France qui n'existe plus, qui était une France où on était ou chrétien ou pas chrétien. Et aujourd'hui, en France, on peut être chrétien, pas chrétien, musulman, il y a de plus en plus de bouddhistes, il y a toujours eu des juifs. Donc on est dans un univers qui n'est plus monolithique. Un univers qui est complètement divers, éclaté, atomisé, d'une grande... dérangeant, parce que justement, proposant des philosophies de vie, des spiritualités totalement différentes. Quel est votre nom? Sincèrement, c'est la règle. Alors j'aime beaucoup votre dialogue dans Le Visiteur entre Freud et son visiteur inconnu qui est supposé être Dieu. Oui, peut-être. Qui est peut-être Dieu, on ne sait pas. Ce qui compte, c'est on s'y peut-être. trompe, Ouais. on s'en doute. Ouais. Mais ces visiteurs inconnus, il dit quand j'ai fait des hommes libres, j'ai perdu toute puissance. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est maintenant la charge à nous? Oui. Oui, c'est les hommes qui sont responsables des hommes. Pour moi, le fait de croire en Dieu ne me fait pas croire que Dieu intervient dans nos vies, que Dieu s'occupe de nous. Pas du tout. L'homme est responsable de l'homme et c'est l'homme qui fait le mal. C'est pas Dieu qui fait le mal. Alors Freud, il dit aussi dans votre pièce, vous le faites dire, je ne crois pas en Dieu parce que ce serait trop facile Oui, ou trop beau de le croire. complètement. Alors est-ce que c'est, si on croit en Dieu, est-ce qu'on prend un chemin plus facile dans la vie? Est-ce que c'est plus facile de croire que de ne pas croire? Ah, c'est plus agréable de vivre avec la foi que sans la foi parce que on fait crédit. Quand on a mal, quand on souffre, quand on est scandalisé, on se dit « je ne comprends pas, c'est moi qui ne comprends pas, il y a sûrement quelque chose à comprendre ». On fait encore crédit au monde, on fait crédit à la création. Donc on a encore un peu de confiance. Et cette confiance peut aider à surmonter la douleur de ce qu'on vit, c'est certain. They're really rocking on Bandstand, Philadelphia, PA. Deep in the heart of... Bon, on va passer aux questions un peu plus faciles. On va parler d'amour. Oh, mais c'est pas plus facile. Hein. Alors là, non. C'est moins philosophique peut-être. Voilà, mais quoique, l'amour pour quelqu'un, c'est aussi la fréquentation d'un mystère. Hein. C'est comme aimer Dieu, c'est fréquenter un mystère, c'est fréquenter quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que pour moi, l'autre est toujours un mystère. Donc dans les variations énigmatiques, votre pièce la plus jouée. Oui, elle a été beaucoup jouée chez vous en plus. Et je suis allé la voir. Oui, je et c'était sais. magnifique. Vous avez aimé? Ah, beaucoup. Oui. Les Vous êtes acteurs. très forts. Ouais. Alors ça me fait plaisir. Ouais. Alors dans cette pièce, il y a le prix Nobel interviewé par un journaliste. Et le journaliste insiste sur la question. Il dit « Parlez-moi de votre conception d'amour ». Alors parlez-moi, s'il vous plaît.
Ben, pour moi, l'amour, c'est... Parlez-moi du mystère, tout d'abord. Pour moi, l'amour, on se pose des tas de questions dans la vie, et parfois théoriques, et parfois la réponse, elle est pratique, c'est juste aimer. Je trouve que l'amour est une réponse pleine, satisfaisante, entière, mais irrationnelle, à des tas de problèmes que nous nous posons. Pour moi, aimer, c'est la décision déjà d'appartenir à l'humanité. C'est de penser que l'autre compte autant plus que moi. Parce que quand on aime, l'autre compte plus que soi. Autrement, on n'aime pas. On aime l'amour. L'amour, c'est la fascination pour l'autre, c'est la fréquentation de l'autre. Moi, quand je suis amoureux, je ne suis pas amoureux de l'amour. Je ne suis pas amoureux de mon sentiment. Je suis amoureux de l'autre. La passion, c'est quand j'ai envie d'être amoureux. Donc la passion, elle ne va pas jusqu'à l'autre. Vous voyez, la passion, elle se sert de l'autre pour être en état d'extase, d'intensité, d'exaltation. Mais la passion, elle est aveugle, elle ignore l'autre. L'amour, c'est précis, c'est chirurgical, c'est myope, il faut s'approcher. L'amour, c'est aimer l'autre, y compris dans ses défauts. Et c'est aimer l'autre, c'est pas posséder l'autre. C'est-à-dire, c'est aimer quelqu'un de profondément mystérieux qui peut vous échapper, qui est libre, et qui peut vous trahir aussi. C'est très dangereux, l'amour. Dans les variations, il y a deux hommes qui parlent d'une femme qui est morte, qui n'est pas présente, qui est absente. Alors, c'est une conversation de gentleman, je dirais. Du gentleman qui souffre, mais de Qui souffre, oui. Mon théâtre est peut-être ce qu'il y a de plus autobiographique dans tout ce que j'ai écrit. Je me suis toujours servi de choses que j'ai vécues. Et voilà, Variation raconte l'histoire de deux hommes qui aiment la même femme, qui ne savent pas qu'ils sont deux. Et cette femme, elle a deux hommes parce qu'elle a besoin d'être différente avec chaque homme. C'est pas la même femme, au fond, en face de chaque homme. Et au fond, c'est qu'en ayant ces deux hommes, et en étant ces deux femmes, qu'elle arrive à être elle-même. Et dans la pièce, il n'y a aucun jugement là-dessus. Elle a tout à fait le droit d'être comme ça, et même les hommes vont l'accepter. Pour moi, c'était une façon de parler d'une chose essentielle, c'est-à-dire que on n'a pas un seul moi. Oui, c'est justement la question que vous posez quand on aime. Est-ce qu'on aime? Qui aime-t-on quand Qui on aime-t-on aime? quand on aime? Qui aime-t-on quand on aime? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on peut le savoir? Non. Et puis j'ajouterais, qui est-on quand on aime? Parce que je pense qu'on est différent avec plusieurs personnes. Je veux dire, une femme peut aimer deux hommes et chacun de ses enfants. En même temps? Oui, mais d'une façon différente. Et elle ne sera pas la même. Donc je pense que les relations avec autrui permettent d'explorer la complexité d'une personnalité. Et au fond, quand on dit qu'on est quelqu'un, c'est juste par rapport à une autre personne. C'est-à-dire, je suis moi, ça veut dire, je te promets qu'avec toi, je serai toujours moi. Mais peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, je ne serai pas moi, mais un autre moi. Et il faut l'accepter. Et ce qui est aussi fascinant dans votre conception d'amour, c'est que l'objet de l'amour, il n'est jamais présent. Ou bien que l'amour, il est là, vos personnages ne sont pas là. Ou bien quand les personnages sont là, l'amour, il n'y est pas. Alors il y a toujours ce décalage amoureux. Oui. Oui, parce que je trouve que je pense que c'est très rare, l'amour vécu en même temps. Dans la dernière nouvelle de Concerto à la mémoire d'un ange, je parle d'un président de la République et de sa première dame. Ils sont tous les deux dans des couloirs du temps différents. Ils ne s'aiment pas en même temps, ils ne se détestent pas en même temps, ils n'ont pas envie de se séparer en même temps. Ils vont mener toute leur vie comme ça, en empruntant des couloirs du temps et en n'étant pas synchrones. Je crois que c'est vrai que la grande difficulté dans nos vies, c'est d'être synchrone, c'est-à-dire d'éprouver les mêmes choses en même temps. Et donc je crois à l'amour, mais j'ai bien dit je crois à l'amour, mais je crois aussi que c'est très rare.
tant qu'écrivain, vous vous sentez bien dans la peau d'une femme, je dirais. Je pense que c'est de l'empathie. J'adore observer. Et au bout d'un temps d'observation, j'essaye de me mettre à la place de l'autre. Au début, j'osais pas. Au début, dans mes premiers livres, tous mes personnages sont masculins. Parce que je pensais que je pouvais me projeter en eux. Et puis, grâce au théâtre, j'ai osé écrire des personnages de femmes. Et là, les femmes ont commencé à me dire « C'est incroyable, comme vos femmes sont justes. » Je me suis dit « Ouf, j'ai suffisamment bien observé, j'y arrive. » Alors à partir de là, ça m'a ouvert un continent d'écriture. Et je dirais même que ça m'a apporté un renouvellement. Parce que pour moi, une femme, c'est plus complexe qu'un homme. Réellement, je le pense. Un homme, c'est binaire, c'est oui, non, je veux pas. Une femme peut dire je veux et ne pas vouloir, vous le savez, et dire je ne veux pas en voulant. Pourquoi c'est plus complexe? Ah, ça, je ne sais pas pourquoi c'est plus complexe qu'une femme, mais c'est un fait. L'homme a été élevé dans l'idée qu'il devait s'affirmer. Donc, on répond oui, non. Et tandis que la femme vit à la fois dans l'idée qu'elle doit s'affirmer, mais vit aussi dans l'idée qu'elle doit séduire. Et comme elle est maintenue quand même dans une société, dans une condition souvent inférieure, elle ruse. Et donc, je pense que la femme met en place un rapport avec le monde beaucoup plus complexe, et plus fin, et plus ambigu que l'homme. Mais c'est une explication. C'est peut-être pas la bonne. Calme-toi, Odette, calme-toi. Beaucoup de vos personnages sont écrivains. Justement, il y a le prix Nobel dans les variations. Et votre prix Nobel, il dit je ne vis pas ma vie, j'ai choisi de ne pas vivre ma vie, mais de l'écrire, de la composer, de la dominer. Alors, quelle est la vie d'un écrivain? Donc, un écrivain, est-ce qu'il vit sa vie ou est-ce qu'il écrit sa vie? C'est un vrai problème, ça. C'est un vrai problème parce que consacrer du temps à l'écriture, c'est arracher du temps à sa vie. Parce que quand on est possédé par un livre, on ne vit plus. Et en même temps, ce problème est une solution. C'est-à-dire que moi, je m'offre par l'écriture des tas de vies, des tas d'aventures, des tas d'histoires. Je change de sexe, je change d'âge, je change d'époque. Moi, je vous envie, hein. Voilà, alors je m'offre des vies innombrables par l'écriture. Et ça me permet peut-être dans la vie d'être assez stable et de pouvoir tenir mes promesses et de tenir mes engagements. Si je n'avais pas l'écriture, je pense que je serais un traître, un fourbe, que je passerais mon temps à tromper la terre entière. Parce que j'aurais besoin de vivre tout ça quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Si je n'avais pas été écrivain, j'aurais été aventurier et très peu fréquentable.